Voilà, merci. Donc, le grand 5, ce serait électrolyse. Donc, à part l'autre électrolyse qu'on a vu, le premier chapitre de la chimie, donc voilà une électrolyse dans la partie oxydoréduction. Définition, on appelle électrolyse l'ensemble des transformations chimiques qui se produisent lorsque le courant électrique traverse une solution aqueuse conductrice. Lorsqu'on a vu électrolyse de l'eau, la solution aqueuse c'était l'eau qui conduit le courant électrique, et là-bas on a dû ajouter ce qu'on appelle la soude caustique pour que la solution soit plus conductrice du courant électrique. Donc ici, on a pris une solution aqueuse conductrice. En général, au cours d'une électrolyse, il y a toujours, donc dans cette partie, il y a toujours une oxydation à l'anode. Les électrons quittent l'anode. On a déjà vu ce que c'est qu'une oxydation. Une oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc les électrons vont quitter l'anode. Et il y a toujours encore ce qu'on appelle une réduction. Et la réduction va se produire au niveau de la cathode. Donc les électrons arrivent au niveau de la cathode. Parce qu'on a dit une réduction, c'est un gain d'électrons. Donc des électrons vont arriver au niveau de la cathode. Alors, donc deuxièmement, l'exemple de l'électrolyse qu'on va voir, c'est électrolyse de la solution aqueuse de sulfate de cuivre. Solution aqueuse de sulfate de cuivre, donc elle a pour formule Cu2 plus SO4 2-. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons notre électrolyseur comme le premier chapitre de la chimie. On dit que l'électrolyseur est formé d'une anode en cuivre et d'une cathode en graphite. Et le graphite là, c'est le charbon qui est en cuivre qu'on appelle du graphite. Le tout plongé dans une solution de sulfate de cuivre. Donc, voilà le montage. Le montage est là. Donc, quand on regarde, nous avons notre cathode qui est en graphite. Voilà la cathode, elle est en graphite. Et c'est au niveau de notre borne positive qui est le moins. Et nous avons notre anode qui est en cuivre. L'anode, donc, elle est chargée positivement, elle est en cuivre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre anode est rongée. On voit bien, c'est un peu dégradé. Ce n'est pas comme ici. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau de la cathode? On constate qu'au niveau de la cathode, il y a un dépôt rouge du cuivre Cu. Oui. Et là, à l'intérieur, notre solution aqueuse, c'est la solution, on a vu, c'est la solution de sulfate de cuivre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit bien ici, après un certain temps, on constate qu'une partie immergée de l'anode en cuivre est rongée. Rongée, en quelque sorte, on peut dire que notre cathode qui est en cuivre est un peu dégradée. Donc, c'est comme si elle a été dissoute dans la solution de sulfate de cuivre. Donc, là, on parle de l'électrolyse de l'anode soluble. Donc, c'est comme si notre anode est soluble. Parce que on voit bien l'anode, normalement, elle était comme la cathode, c'était un trait plein. Maintenant, on voit bien que le trait commence à se dégrader. Donc, c'est comme si notre anode, elle est soluble en l'eau, elle a été donc solubilisée dans l'eau. Elle a perdu certaines parties. Alors, deuxième tiré encore, qu'est-ce qu'on constate? On constate un dépôt de cuivre métal, donc à la cathode en graphite. Et c'est ce qu'on voit au niveau de notre montage. On voit bien qu'il y a une couche rouge qui est venue donc couvrir notre cathode qui est en graphite. Oui. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Ce qu'on peut dire, c'est que la partie qui a été dégradée, qui a été enlevée au niveau de notre anode, c'est elle qui s'est retrouvée au niveau de la cathode. Et en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre anode qui est en cuivre, elle a été oxydée. Oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc là, la partie qui a été perdue, là, on suppose que cette partie, elle a été transformée sous forme des électrons, et c'est ça qui est venu se déposer sur notre cathode qui est en graphite ici. Oui. Et la cathode qui est en graphite, de son côté, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la cathode, elle a été réduite. Elle a été réduite. Elle a capté les électrons qui ont été libérés par notre anode. L'anode libère les électrons à partir de l'oxydation. Donc ici, il y a eu une oxydation, libération des électrons, et ce sont ces électrons qui sont venus se déposer sous forme d'une couche rouge sur notre cathode qui est en graphite. Et la cathode qui a reçu les électrons, donc on dit que la cathode, elle s'est réduite.
parce que la réduction, on a vu, c'est un gain d'électrons. Donc, c'est ce qu'on a de ce côté. Demi-équation d'oxydation à l'anode. Notre anode qui est en cuivre, on voit bien, elle s'est oxydée. Elle a libéré 2 électrons. Et puis maintenant, demi-équation de réduction au niveau de la cathode. La cathode de Cu2+, donc plus 2 électrons nous donne le Cu. Donc c'est la couche rouge qu'on constate ici sur notre graphite, là, la couche rouge. Donc on dit que la cathode a été réduite. Il y a eu une réduction. Et la demi-équation de réduction, c'est elle que nous avons ici, sous forme de Cu2+, plus 2 électrons. Donc au final, on peut donner notre équation bilan d'oxydoréduction. Oui. Pour obtenir une équation d'oxydoréduction, alors on fait la somme de la demi-équation d'oxydation et de la demi-équation de réduction. Mais tout en essayant d'équilibrer les électrons. On doit avoir le même nombre d'électrons à gauche et à droite. Et fort heureusement, ici, quand on regarde au niveau de notre oxydation, on a 2 électrons à droite. Et au niveau de la réduction, on a 2 électrons à gauche. Ça veut dire qu'ici, tout simplement, il suffit d'additionner. Parce que dans l'équation bilan d'oxydoréduction, on ne veut pas voir des électrons. Les électrons doivent se simplifier. Alors, quand on fait ça, l'équation, l'oxydation, demi-équation d'oxydation, plus demi-équation de réduction, on voit bien qu'on a 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite. Alors, on peut simplifier. Du coup, on peut additionner. Donc, ça va nous faire Cu plus Cu2+ à gauche. Ça va nous donner à droite Cu2+ plus Cu. Donc, les 2 électrons sont partis. Alors, nota bene, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tout ça? Donc, le premier tiré, tout se résume en un transfert d'électrons de l'anode vers la cathode. Oui, de l'anode vers la cathode. Et ça, on a déjà vu ça. Quand on parle d'une réaction d'oxydoréduction, une réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. Alors, il y a une partie qui libère des électrons et il y a l'autre qui capte les électrons. Donc, on dit, tout se résume en un transfert d'électrons de l'anode vers la cathode. Oui, l'anode, là où on a vu qu'il y a eu une oxydation, libération des électrons. La cathode, réduction, donc gain d'électrons. Deuxième des choses qu'il faut comprendre, la masse de cuivre déposée sur la cathode est égale à celle perdue par l'anode. Oui. Si on suit ici, on va essayer de dire que le dépôt rouge que nous avons ici sur notre cathode, c'est la partie qui a été dégradée, qui a été amputée de notre anode qui est venue se déposer là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La masse de cuivre que l'on a perdue au niveau de la cathode, ce serait la même masse de cuivre qui est venue se déposer sur notre cathode. Donc, dans des exercices, on peut vous demander quelle est la masse de cuivre perdue ici, ou bien quelle est la masse de cuivre déposée sur la cathode. Donc, on connaît avec le nombre de moles, avec les différentes concentrations, on peut calculer la masse donc, de cuivre déposée sur la cathode. Grand 6, la pile Daniel. Petite définition. Donc la définition que je donnais, ce n'est pas la définition de la pile de Daniel ou bien pile Daniel, c'est la définition en général de toutes les piles. Qu'est-ce que c'est qu'une pile? Une pile, c'est un dispositif qui transforme irréversiblement de l'énergie chimique en énergie électrique. Oui, c'est comme ça. Quand vous prenez une pile, vous avez de la poudre. Vous avez, même si c'est les piles que vous mettez dans les radios, même si c'est une batterie, vous avez toujours une solution chimique à l'intérieur. Ça peut être un acide, ça peut être une poudre d'une solution chimique. Donc ça, c'est une énergie chimique qui va nous donner, en fin de compte, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner de l'énergie électrique pour faire fonctionner notre radio ou bien pour faire fonctionner notre téléphone cellulaire. Donc c'est toujours une pile. Donc une pile, c'est ce dispositif-là qui permet de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique, donc en électricité, qu'on peut utiliser pour donc, diverses fins. Alors, donc le principe, et ça c'est le principe de la pile de Daniel. On dit pile de Daniel ou bien on dit pile Daniel, c'est toujours la même chose. La pile de Daniel est formée d'une anode en cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre
solution de sulfate de cuivre Cu2 plus SO4 2-. Et une cathode transformée et une cathode trempée dans une solution de sulfate de zinc. Et la cathode, elle est en zinc. Et une cathode en zinc. Voilà. Et une cathode en zinc. Et la cathode en zinc, elle est trempée dans une solution de sulfate de zinc, Zn2 plus SO4 2-. On dit si on ferme le circuit, le courant électrique circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc. Donc, le circuit est là, le montage est là. C'est un montage comme le montage de l'électrolyse de l'eau. Donc, le montage est là. Vous avez donc là, le pôle négatif, c'est la cathode qui est en zinc. Et le pôle positif, c'est l'anode qui est en cuivre. Et le système, il est formé d'un électrolyseur. Là, vous avez, dans le récipient qu'on appelle électrolyseur, nous avons une solution de sulfate de zinc, dans laquelle on a dit que notre cathode qui est en zinc est plongée dans une solution de sulfate de zinc. Et puis maintenant, notre anode qui est en cuivre, elle est trempée dans une solution de sulfate de cuivre. Et si vous regardez, les deux solutions ne sont pas mélangées. Les deux solutions ont été séparées par un tube qui est en U, ou bien qu'on appelle une vase poreuse. Une vase poreuse, ça veut dire qu'il peut laisser passer les ions Cu2+. Donc ça, la vase là qui est en U, elle est poreuse. Elle peut laisser passer les ions Cu2+, ou bien elle peut laisser entrer les ions Zn2+. Donc, comme toute réaction ici aussi, il va se passer une réaction d'oxydoréduction, il va se passer une réduction et une oxydation. Et maintenant, où est-ce qu'il va y avoir une réduction et une oxydation? Quand on regarde par là, donc on dit réaction d'oxydation au niveau du pôle négatif. Et le pôle négatif, c'est notre cathode qui est en zinc. Donc là, il va y avoir une oxydation. Le zinc est là, ça va donner le Zn2+, plus les deux électrons. Donc là, c'est une oxydation. La réaction de la réduction va avoir lieu au niveau de notre anode. Oui, quand il s'agit de la pile de Daniel, la réduction va avoir lieu au niveau de notre pôle positif qui est l'anode. Donc le Cu2+, plus deux électrons, ça va donner Cu. Et on peut donner la réaction d'oxydoréduction. La réaction d'oxydoréduction, c'est la somme entre la réaction, la demi-équation d'oxydation et la demi-équation de réduction. Quand on additionne les deux, on a bien dit qu'une équation d'oxydoréduction, c'est une équation dans laquelle il n'y a pas les électrons. Donc, on doit équilibrer les deux de telle sorte qu'on puisse avoir le même nombre d'électrons à gauche et le même nombre d'électrons à droite. Et fort heureusement ici aussi, la demi-équation d'oxydation du zinc va libérer deux électrons. La demi-équation de réduction du cuivre, donc là on voit bien qu'il y a deux électrons. Donc on va tout simplement additionner et les électrons vont se simplifier. Donc on aura Zn plus le Cu2+, ça va donner le Zn2+, plus le Cu. Donc voilà l'équation d'oxydoréduction que l'on trouve au niveau de ce qu'on appelle la pile de Daniel. Donc, nota bene, la pile de Daniel fonctionne par transfert d'électrons. C'est un transfert d'électrons. Parce que quand on parle d'une demi-équation d'oxydation et d'une demi-équation de réduction, demi-équation d'oxydation, c'est une perte d'électrons, tandis que demi-équation de réduction, donc c'est un gain d'électrons. Quand on fait la somme de deux, ça nous donne une équation d'oxydoréduction. Et une équation d'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. L'oxydation libère des électrons, tandis que la réduction capte les électrons. Voilà. Et en dernière partie, donc nous avons le grand 7. Le grand 7, il s'agit de la corrosion. La corrosion, définition, on appelle corrosion l'altération superficielle d'un métal par oxydation de l'air en milieu humide. Oui, la corrosion, c'est la dégradation d'un métal. On parle de corrosion lorsque si ça là c'est un métal, lorsque ça se dégrade.
Donc là, on parle de corrosion. Et maintenant, comment ça se passe? On ne peut y avoir une corrosion que dans un milieu oxygéné, dans un milieu où nous avons de l'air, mais en plus de ça, il faut que le milieu soit humide, pas un milieu sec. Il faut que le milieu soit humide, sinon il ne peut pas y avoir une corrosion. La corrosion, c'est l'altération. Donc le fait qu'un métal puisse se dégrader en présence de l'oxygène, mais dans un milieu humide. Oui. Donc exemple ici, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on laisse un morceau de fer à l'air libre dans un milieu humide, sans protection, il est attaqué par la rouille au bout de quelques semaines. Ça, c'est normal. Quand on prend un morceau de fer, on le laisse dans un milieu humide et dans lequel nous avons de l'oxygène. Un milieu humide, par exemple, dans l'eau, ou bien nous avons le sable qui est mouillé de l'eau. Dans le sable qui est mouillé de l'eau, c'est un milieu humide dans lequel nous avons la présence de l'oxygène. Alors, ce morceau de fer-là, alors il va se corroder. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle la corrosion. Et alors, l'équation de la corrosion qu'on peut avoir ici, donc c'est que nous avons le fer plus le dioxygène, ça va nous donner le Fe2O4. Oui, donc là c'est la corrosion du fer. Là j'ai essayé d'équilibrer. Si vous regardez, là nous avons, alors, qu'est-ce que j'écris? C'est pas 4 ici, hein? C'est 3. C'est Fe2O3. On a combien de O? On a 3 O. Tandis qu'ici, on a 2 O. On va équilibrer notre équation. Alors, on multiplie ici par 3, ça fait 6. Et le 3, là, je le multiplie par 2, ça fait 6. Donc, ça fait 6 O à gauche, 6 O à droite. Pour les Fe, quand je multiplie ici par 2, tandis que j'ai déjà 2 Fe, je multiplie par 2, ça me fait 4 Fe. Et ça fait 4 Fe. Par là. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire sur la corrosion, sauf que il faut retenir encore les facteurs qui favorisent la corrosion. Les facteurs qui favorisent la corrosion sont un milieu oxygéné. Plus vous avez de l'oxygène dans un milieu, plus il est plus facile qu'un métal puisse se corroder. Oui. Vous avez aussi l'humidité. Plus que le milieu est humide, plus que le métal se corrode plus facilement. Ou bien la chaleur. Quand vous avez un milieu qui est humide, il est humide, encore, il y a la présence de la chaleur, il y a la présence de l'oxygène, alors le métal, il va plus se corroder plus facilement. Donc, les facteurs qui favorisent la corrosion sont le milieu oxygéné, la chaleur et l'humidité. Et maintenant, comment se protéger, ou bien comment protéger un métal contre la corrosion? Nous avons plusieurs façons. Pour protéger un métal contre la corrosion, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, vous avez vu, c'est la peinture qu'on utilise. On utilise la peinture pour peindre les objets qui sont en métaux. Les objets qui sont en métaux, une fois qu'on les couvre avec une couche donc, en peinture, ça va les protéger contre donc, la corrosion. Parce que quand on protège un métal avec la peinture, on va le séparer avec de l'oxygène, avec l'humidité du milieu, et du coup, le métal ne peut plus se corroder. En plus de la peinture, on utilise aussi ce qu'on appelle des huiles de graisse. On peut utiliser la graisse, les huiles de graissage. Quand vous avez une huile, vous avez un métal, vous ne voulez pas que votre métal puisse se dégrader facilement. Il suffit d'avoir une huile. Ça peut être de la graisse animale, ça peut être de la graisse chimique qu'on peut avoir. Donc, il suffit donc de mettre de la graisse là, tout autour de votre métal. Ça va le protéger contre la corrosion. Mais aussi, il y a une autre technique qu'on utilise. On utilise des métaux inoxydables. Des métaux inoxydables. Si le marqueur que j'ai là, c'est un métal qui peut se corroder, si j'aimerais le protéger contre la corrosion, donc je peux essayer de chercher un métal qui est inoxydable et je vais essayer de mettre ce métal-là tout autour de mon métal dont je ne veux pas qu'il puisse se dégrader. Donc on peut utiliser un métal inoxydable pour protéger un métal qui peut se corroder. Donc voilà, nous sommes à la fin de ce chapitre, mais un constat que j'ai fait mes élèves, j'ai constaté que vous ne posez pas de questions. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est plus à l'école, alors qu'il faut poser des questions. Et même les exercices qu'on fait, j'ai constaté que beaucoup ne le font pas. Il y a certains qui sont trop calés,
Elles font beaucoup des exercices, mais les autres ne le font pas. Alors, les examens vont avoir lieu. Et même si on ne parle pas des examens, moi je pense que les études ne sont pas faites pour rien. Il est important de participer et d'essayer de comprendre l'essentiel de son cours. Les enseignants sont disponibles, alors il faut profiter en quelque temps. Donc on va lancer notre série d'exercices, voir ce qu'on peut faire. Inch'Allah, bon courage et bonne chance. Merci. C'est la fin de ce chapitre.